Mathéo Radio présente À haute voix la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, le disciple de Paul Bourget. Je me retrouvais plébéien dans ma joie profonde à songer que moi, l'arrière-petit-fils de ces cultivateurs, j'arriverais peut-être à séduire l'arrière-petite-fille de ce grand seigneur et de cette grande dame par la seule force de ma pensée. J'appuyais mon menton sur ma main, je contraignais mon front et mes yeux à se faire tristes, sachant que Lucien épiait les expressions de mon visage dans l'espoir de couper son travail par une causerie. Lorsqu'il eut à plusieurs reprises constaté qu'il ne rencontrait plus chez moi ni le sourire accueillant, ni l'indulgence de regard des leçons précédentes, il devint lui-même soucieux. Comme il est naturel, le pauvre garçon prenait ma tristesse pour de la sévérité, mes silences pour du mécontentement. Un matin, il se hasarda jusqu'à me demander « Est-ce que vous êtes fâché contre moi, monsieur Gresloup ?»« Non, mon enfant. » répondis-je en flattant sa joue fraîche avec ma main. Et je continuais de garder ma physionomie songeuse tout en contemplant la neige qui fouettait les vitres. Elle tombait maintenant du matin jusqu'au soir par larges étoiles tourbillonnantes avec un enveloppement, un endormement de tout le paysage. Et dans les pièces tièdes du château, c'était un charme silencieux d'intimité, une lointaine mort des moindres bruits de la montagne, tandis que les carreaux des fenêtres, revêtus de givre au dehors et de vapeur au dedans, tamisaient une lumière plus adoucie comme malade. Cela faisait un fond de mystère à la figure de mélancolie que je me façonnais et que j'imposais à l'observation de Charlotte durant des heures où nous nous rencontrions. Quand la cloche du déjeuner nous réunissait dans la salle à manger, je surprenais dans les yeux avec lesquels elle m'accueillait la même curiosité timide et compatissante remarquée dans la promenade d'où datait ce que j'appelais sur mon journal mon entrée en laboratoire. Ses yeux me regardaient du même regard quand nous nous trouvions de nouveau tous ensemble, assis dans le salon au moment du thé sous la clarté des premières lampes, puis à la table du dîner, et encore dans la longue solitude de la soirée, à moins que sous le prétexte d'un travail à finir, je ne me retirasse dans ma chambre plus tôt que les autres. La monotonie de la vie et des discours était si entière que rien ne l'aidait à secouer cette impression d'énigme émouvante que je lui infligeais ainsi. Le marquis, en proie au contraste presque confus de son caractère, maudissait sa funeste résolution de séjour dans cet isolement. Il annonçait pour la prochaine éclaircie un départ qu'il savait possible. C'eût été trop coûteux maintenant, et d'ailleurs où aller ? Il calculait ses chances de recevoir la visite d'amis clermontois qui étaient venus déjeuner, en effet, à plusieurs reprises. Mais lorsque les 4 heures de route entre Aïda et la ville n'étaient pas doublées par le mauvais temps. Puis il s'installait à la table de jeu, tandis que la marquise, la gouvernante et la religieuse vaquaient à leurs infinissables ouvrages. J'étais chargé de surveiller Lucien, qui feuilletait des livres à gravure ou bien combinait quelques patiences. Je m'installais dans une place choisie de façon qu'en levant les yeux de dessus les cartes qu'elle tenait pour jouer avec son père, la jeune fille fut obligée de me voir. Je m'étais occupé d'hypnotisme et j'avais en particulier étudié par le menu, dans votre anatomie de la volonté, le chapitre consacré au singulier phénomène de certaines dominations morales que vous avez intitulé « Les demi-suggestions ». Je comptais obséder de la sorte cette tête inoccupée jusqu'à la minute propice où, pour compléter ce travail de hantise quotidienne, je me déciderai à lui raconter sur moi-même une histoire qui, justifiant mes tristesses et commentant mes attitudes, acheva d'accaparer cette imagination que je jugeais déjà troublée. Cette histoire, je l'avais machinée savamment d'après 2 des principes que vous posez, mon cher maître, au courant de votre beau chapitre sur l'amour. Ce chapitre, les théorèmes de l'éthique sur la passion, le livre de M. Ribot sur les maladies de la volonté étaient devenus mes bréviaires.
Permettez-moi de vous rappeler ces deux principes au moins dans leur essence. Le premier, c'est que la plupart des êtres n'ont de sentiments que par imitation. Abandonnés à la simple nature, l'amour, par exemple, ne serait pour eux, comme pour les animaux, qu'un instinct sensuel, aussitôt dissipé qu'assouvi. Le second, c'est que la jalousie peut très bien exister avant l'amour. Par suite, elle peut quelquefois le créer, de même qu'elle peut souvent lui survivre. Très frappé par la justesse de cette double remarque, je m'étais dit que le roman à raconter devant mademoiselle de Jussat devait exciter tout ensemble son imagination et irriter sa vanité. J'avais réussi à toucher en elle la corde de la pitié. Je voulais toucher d'un seul coup celle de l'émulation sentimentale et celle de l'amour-propre. J'avais donc calculé mon histoire d'après cette idée que toute femme intéressée par un homme est froissée dans sa vanité si cet homme lui montre qu'il continue d'appartenir tout entier à la pensée d'une autre femme. Mais ces 20 pages que j'aurais à vous transcrire pour vous montrer comment j'avais tourné et retourné ce problème de la fable à inventer. L'occasion de la dire, cette fable tentatrice, me fut fournie par ma victime elle-même, 15 jours environ après que j'avais commencé la mise en œuvre de ce que je continuais de dénommer fièrement mon expérience. Le marquis s'était avisé que dans la collection de l'encyclopédie, il se trouvait un volume consacré aux cartes. Il voulait y chercher quelques jeux anciens tels que l'impériale, l'ombre, la manille, pour les essayer. Cette belle idée lui était venue après le déjeuner à rencontrer dans un journal une chronique sur un jeu nouveau, le poker, à propos duquel le journaliste dressait une liste de divertissements démodés. Quand ce maniaque conçoit une fantaisie, il ne peut supporter d'attendre, et sa fille avait dû monter aussitôt dans la bibliothèque où j'étais occupé à prendre des notes. Je dépouillai le livre d'Helvétius sur l'esprit, égaré comme parmi d'autres ouvrages du XVIIIe siècle. Je me mis à la disposition de mademoiselle de Jussat pour dénicher le volume qu'elle désirait, et quand elle le prit dans mes mains, après que j'en eus secoué la poussière, elle me dit avec sa grâce habituelle : « J'espère que nous découvrirons là quelques jeux auxquels vous puissiez prendre part avec nous. Nous avons si peur que vous ne vous ennuyiez ici. Vous êtes toujours si triste. » Elle avait prononcé ces derniers mots avec ce même air de me demander pardon pour une indélicatesse qui m'avait tant frappé dans notre promenade, et en sauvant la familiarité de sa phrase par un « nous » que je savais trop bien m'en songer. Sa voix s'était faite si douce. Nous étions si seuls pour ces 10 ou 15 minutes que l'instant me sembla venu de lui expliquer ma feinte tristesse. « Ah, mademoiselle, répondis-je, si vous connaissiez ma vie. » Charlotte n'eût pas été la créature crédule, la romanesque enfant qu'elle était demeurée malgré 2 ou 3 saisons de monde à Paris. Elle eût reconnu que je lui débitais un récit préparé d'avance, rien qu'à ce début et aussi à la tournure des phrases par lesquelles je continuais. En les prononçant, ces phrases, je les trouvais moi-même trop maladroites, trop gauchement apprêtées. Je lui racontais donc que j'avais été fiancé à Clermont avec une jeune fille, mais secrètement. Je crus poétiser davantage cette aventure à ses yeux en insinuant que cette jeune fille était une étrangère, une Russe de passage chez une de ses parentes. J'ajoutais que cette fille m'avait laissé lui dire que je l'aimais, qu'elle m'avait, elle aussi, dit qu'elle m'aimait. Nous avions échangé des serments, puis elle était partie. Un riche mariage s'offrait pour elle, et elle m'avait trahi pour de l'argent. J'eus soin d'insister sur ma pauvreté jusqu'à laisser entendre que ma mère vivait presque uniquement de ce que je gagnais. C'était là un détail inventé sur place, car l'hypocrisie se redouble elle-même en s'exprimant. Enfin, ce fut une scène d'une comédie enfantine et scélérate que je jouais sans grande adresse. Mais les raisons qui me déterminaient à mentir de la sorte étaient si spéciales
qu'elles exigeaient une pénétration extraordinaire pour être comprises, une entente totale de mon esprit, presque votre génie observateur, mon cher maître. Le visible embarras de mon attitude pouvait si bien être attribué au trouble inséparable de pareils souvenirs. Comme j'étais resté de plein sang-froid en débitant cette fable, je pus, tandis que je parlais, observer Charlotte. Elle m'écoutait, sans donner le moindre signe d'émotion, les yeux baissés sur le gros livre contre lequel s'appuyait sa main. Elle prit ce livre quand j'eus fini en me répondant avec une voix devenue blanche, comme on dit, une de ces voix qui ne laissent rien passer des sentiments de celui qui parle ainsi. « Je ne comprends pas que vous ayez pu avoir confiance dans cette jeune fille, puisqu'elle vous écoutait à l'insu de ses parents. » Et elle s'en alla, emportant l'épais volume à tranches rouges avec une simple inclination de sa gracieuse tête. Comme elle était jolie dans sa robe de drap claire et fine, et presque idéale, avec sa taille mince, son corsage frêle, son visage un peu long qu'éclairaient ses yeux d'un gris pensif. Elle ressemblait à une Madone gravée d'après Memling, dont j'avais tant admiré autrefois la silhouette, fervente, gracile et douloureuse, à la première page d'une grande imitation appartenant à l'abbé Martel. Expliquez-moi cette autre énigme du cœur, vous, le grand psychologue. Jamais je n'ai mieux senti le charme suave et pur de cet être qu'à cette seconde où je venais de lui tant mentir, et de lui mentir, m'imaginai-je aussitôt d'après sa réponse, inutilement. Oui, j'eus la naïveté de la prendre au pied de la lettre, cette réponse qui aurait dû tout au contraire m'encourager à l'espérance. Je ne devinais pas que d'avoir écouté seulement une confidence d'un ordre si intime constituait de la part d'un être aussi fier et réservé, aussi éloigné de moi par la condition, une preuve d'une sympathie bien puissante. Je ne m'en rendis pas compte. Cette phrase presque sévère, jetée en réponse à cette trompeuse confidence, était dictée en partie par la jalousie secrète que j'avais justement voulu éveiller chez elle, en partie par un besoin de se raidir dans ses propres principes, afin de justifier à ses propres yeux son excessive familiarité. De même qu'elle n'avait pas su lire le mensonge dans mon récit, je ne sus pas déchiffrer, moi, la vérité derrière sa réplique. Je restais là, devant la porte refermée, à sentir s'écrouler toutes les espérances que j'échafaudais depuis 15 jours. Non, je ne l'intéressais pas d'un intérêt véritable et que je pusse transformer en passion. Et d'ailleurs, étais-je niais d'avoir pris mes chimères pour des réalités? Je fis aussitôt le bilan de nos relations, d'après lesquelles j'avais conçu cette possibilité de la séduire. Quelle preuve avais-je eue de cet intérêt? Les délicatesses des soins matériels dont elle m'avait enveloppé? C'était un simple effet de sa bonté. Son intention à épier mon attitude de mélancolie? Eh bien, elle avait été curieuse et voilà tout. L'accent intimidé de sa voix quand elle m'avait interrogé? J'avais été un sot de n'y pas reconnaître l'habituelle modestie d'une jeune fille délicate. Conclusion, ma comédie de ces 2 semaines, mes mines à la Chatterton, les mensonges de mon soi-disant drame intime, autant de ridicules manœuvres qui ne m'avaient pas avancé d'une ligne dans ce cœur que je voulais conquérir. Cette petite phrase de Charlotte, prononcée sèchement, avait suffi pour que je me jugeasse de la sorte, là, dans le quart d'heure qui suivit ce court entretien, tant je suis soumis à ces crises soudaines d'analyse qui en un instant me glacent l'être, comme une tombée d'eau froide détruit le déchaînement d'un jet furieux de vapeur. Je m'étais accoudé de nouveau sur le livre de l'esprit, mais je n'étais plus capable de fixer mon attention au texte abstrait d'Helvétius. Je vous rapporte cet enfantillage, mon cher maître, pour que vous aperceviez mieux quelle étrange mixture d'innocence et de dépravation s'élaborait alors dans ma tête. Que prouvait en effet cette déception subite, sinon que je m'étais imaginé diriger les pensées de Charlotte en appliquant à cette jeune fille des lois de psychologie empruntées aux philosophes, absolument comme son frère, le comte André, dirigeait les billes de billard à son gré le soir où il m'avait comme médusé par ses moindres gestes. La blanche,
touche la rouge, un peu à gauche, part sur la bande, revient sur l'autre blanche. Cela se dessine à la main sur le papier. Cela s'explique par une formule. Cela se prévoit et s'exécute 10 fois, 20 fois, 100 fois, 10 000 fois. Malgré mes énormes lectures, à cause d'elles peut-être, je voyais alors le jeu des passions comme un schéma de cette simplicité idéale. Je n'ai compris que plus tard combien je me trompais. Pour définir les phénomènes du cœur, c'est au monde végétal qu'il faut emprunter des analogies et non à la mécanique. Pour conduire ces phénomènes, c'est des procédés de botanistes qu'il convient d'employer, de patientes greffes, de longues attentes, de minutieuses éducations. Un sentiment naît, grandit, s'épanouit, se dessèche, comme une plante, par une évolution, parfois ralentie, parfois rapide, toujours inconsciente. Le germe de pitié, de jalousie et de dangereux exemples déposés par ma ruse dans l'âme de Charlotte devait y développer son action. Mais après des jours et des jours, et cette action serait d'autant plus irrésistible que la jeune fille me croyait épris d'une autre, et que par suite, elle ne songeait pas à se défendre contre moi. Mais pour se rendre compte à l'avance de ce travail et en escompter l'espoir, il aurait fallu être un Ribot, un Taine, un Adrien Sixte, c'est-à-dire un connaisseur d'âme d'une supériorité souveraine, en lieu que je ressemblais, moi, au promeneur ignorant qui traverse une plaine et qui, ne sachant pas que la terre recouvre du grain, ne soupçonne pas la moisson prochaine de l'été. Encore le promeneur a-t-il pour excuse qu'il n'a pas vu semer le grain, au lieu que je l'avais semé moi-même, ce grain fécondant, et je n'en devinais pas davantage la récolte à venir. Cette conviction que j'avais échoué d'une manière définitive dans mon premier effort pour me faire aimer de Charlotte augmenta durant les jours qui suivirent cette fausse confidence, car elle ne me parla qu'à peine. J'ai su depuis, par ses propres aveux, qu'elle dissimulait sous cette froideur un trouble grandissant qui la déconcertait elle-même, par sa nouveauté, sa force et sa profondeur. En attendant, elle paraissait absorbée par l'étude du jeu du tric-trac, dont le marquis avait découvert les règles en feuilletant le volume de l'encyclopédie, se rappelant que c'était le passe-temps favori de son grand-père l'émigré, qu'il avait renoncé à étudier les autres jeux détaillés dans le livre. Tout de suite, un marchand de Clermont avait dû envoyer de quoi satisfaire ce caprice. La table de tric-trac, à peine installée dans le salon, les soirées se passaient pour le père et pour la fille à jeter des dés qui sonnaient avec un bruit sec contre le rebord de bois. Les termes cabalistiques de petit Jan, de grand Jan, de retour, de pesait, de terne, de quine, les jeux bas et les jeux remplis se mélangeaient maintenant aux propos tenus par la marquise et ses deux compagnes de travail. Quelquefois, le curé d'Aïda, un vieux prêtre qui disait la messe dans la chapelle du château par les dimanches trop rudes, l'abbé Barthomeuf, venait relever Charlotte de sa corvée et tenir la partie du marquis. Quoique ce dernier pratiquât avec moi une politesse irréprochable, il ne m'avait jamais demandé si j'aurais ou non de la répugnance à apprendre le jeu. La différence qu'il établissait entre l'abbé Barthomeuf et moi m'humiliait par la plus bizarre contradiction, car je préférais de beaucoup me tenir sur ma petite chaise à lire un livre ou bien à imaginer les caractères des diverses personnes d'après leur physionomie. Mais n'en est-il pas de la sorte pour quiconque se trouve dans une position qu'il juge inférieure ? Toute inégalité de traitement blesse l'amour-propre. Je m'en vengeais en observant les ridicules de l'abbé qui professait pour le château en général, et le marquis en particulier, une admiration idolâtre. Son visage, déjà trop rouge, tournait à l'apoplexie quand il prenait place vis-à-vis du vieux gentilhomme, et en même temps la perspective de gagner les pièces blanches destinées à intéresser la partie faisait trembler le cornet dans sa main lors des coups décisifs. Cette observation ne m'occupait pas longtemps,
et j'en revenais vite à suivre du regard la jeune fille qui, rendue à la liberté, s'asseyait pour travailler près de sa mère. L'insuccès de ma tentative pour me faire aimer d'elle m'était rendu plus cruel à mesure que j'admirais davantage la grâce ingénue de cet enfant. Pour tout dire, je commençais à subir dans son atmosphère des émotions d'un ordre beaucoup plus sensuel que psychologique. J'étais un jeune homme, et j'avais dans ma chair, malgré mes résolutions de philosophe, cette mémoire du sexe dont vous avez si magistralement analysé les fatalités persistantes et les invincibles reviviscences. L'animal impur greffé en moi sur l'animal pensant, pour employer une de vos métaphores, par mes expériences voluptueuses, tressaillait au frôlement de cette robe de jeune fille. La souplesse de son buste, celle de ses gestes, son pied apparu au bord de sa jupe, ses épaules un peu maigres, devinées sous l'étoffe de son corsage, sa nuque blonde avec ses cheveux simplement relevés au sommet de la tête, un petit signe brun qu'elle avait près de sa bouche fraîche, les moindres détails de sa personne physique irritaient en moi un vague et presque douloureux désir. Je m'étais préparé à la séduire, et c'était moi qui me sentais séduit. Avec quelle révolte cachée, vous le comprendrez, après ce que je vous ai dit sur mon orgueil et sur mon ambition de me tenir tout entier en main. Et vous qui avez si bien montré l'élément de haine farouche qu'enveloppe l'appétit sexuel, vous comprendrez aussi que cette vaine irritation du désir s'accompagna par instants d'une fureur féroce contre ce charmant visage, toujours immobile, dans sa rêveuse froide, et qui me troublait si profondément sans avoir l'air de s'en apercevoir. Combien de temps avait duré cette période d'inertie à la fois passionnée et découragée ? Je ne le sais pas. Nous étions, mademoiselle de Jussat et moi, dans une situation très particulière, poussés l'un vers l'autre, elle par un amour naissant et qui s'ignorait encore, moi par toutes les raisons confuses que je vous ai analysées, et que je regardais plus que je ne la regardais elle-même. Bien que nous fussions ensemble à tant d'heures du jour, aucun de nous deux ne soupçonnait donc les sentiments de l'autre. Dans des données pareilles, on ne se rend pas compte si les événements qui marquent une nouvelle crise sont des effets ou s'ils sont des causes. Si leur importance réside en eux-mêmes, ou bien s'ils ne servent simplement à manifester les états latents de notre âme. Mais ne pourrait-on pas poser cette question à propos de chaque destinée prise en son ensemble ? Que de fois, surtout depuis que j'use mes heures dans cette cellule numéro 5, entre ces 4 murs blanchis à la chaux, ne voyant que le ciel vide par les 4 ouvertures percées au bord du toit, à scruter et scruter encore l'intime de ma courte histoire. Oui, que de fois me suis-je demandé si notre sort nous crée cette pensée, ou si au contraire, ce n'est pas notre pensée qui nous crée notre sort, même extérieur. À coup sûr, nous devions, Charlotte et moi, saisir la première occasion qui nous serait offerte à elle de s'abandonner à un sentiment d'autant plus dangereux qu'elle ne se comprenait pas entièrement, à moi de reprendre mon expérience interrompue. Voici comment cette occasion se présenta. Il arriva qu'un soir, le marquis, adossé au feu dans cette robe de chambre où il drapait, parfois toute la journée sa maladie imaginaire, parla longuement à sa femme d'un article paru dans un journal du matin. Il y était question d'une fête donnée chez des gens de leur connaissance. Je tenais ce journal en ce moment même, et M. de Jussat, le remarquant, me dit tout d'un coup « Si vous nous le lisiez, cet article, monsieur Gresloup !» J'admirais en moi-même une fois de plus avec quel art ce grand seigneur rendait insolentes les moindres demandes. Rien que son ton avait suffi pour me froisser. J'obéis cependant et je commençai de lire cette chronique, plus finement écrite que ne le sont d'ordinaire ces sortes d'articles, et dans laquelle revivait le pittoresque et le chatoyant d'un bal costumé, avec un curieux mélange de reportage et de poésie, et comme un rappel des subtilités de style propres aux frères de Goncourt. Pendant cette lecture, le marquis me regardait avec étonnement. Il faut vous dire, mon cher maître, qu'au temps de mon amitié avec Émile, j'avais acquis un réel talent de diction. Durant sa maladie,
Mon petit camarade n'avait pas de plus vif désir que de m'écouter lui lire de longs passages choisis dans nos auteurs préférés. Ma voix, que j'ai naturellement un peu sourde, s'était exercée aussi à devenir douce et claire. « Mais vous lisez très bien, s'écria M. de Jussat lorsque j'eus fini. Son étonnement fit de son éloge une nouvelle blessure à mon amour-propre. Il laissait trop voir combien peu il s'attendait à rencontrer le moindre talent chez un petit jeune homme de Clermont silencieux, timide, venu au château sur la recommandation du vieux Limassay pour y être valet de lettres. Puis, suivant comme d'habitude l'impulsion de son caprice, il continua « C'est une idée, cela. Vous nous ferez un peu de lecture le soir. Ça nous distraira plus que ce tric-trac. Petite Jeanne, grande Jeanne, Jeanne de retour, un trou, deux trous, trois trous, c'est toujours la même chose. Et puis, ce bruit de dés m'agace, chien de pays. Si la neige reprend, nous n'y restons pas 8 jours. Tu ris, Charlotte, et tu te moques de ton vieux père. Pas 8 jours. Et quel livre allez-vous nous choisir pour commencer ?» Ainsi, je me trouvais du coup promu à une nouvelle domesticité, sans avoir pu même calculer si cela convenait ou non à mes études, puisque même le soir, j'apportais souvent dans le salon des ouvrages de licence afin de travailler un peu sans quitter Lucien. Mais je ne pensais pas une seconde à esquiver cette corvée, ni même à en souffrir. C'était À haute voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Le disciple de Paul Bourget. Lecture, Pierre Deveau. Captation et réalisation, Alexis Duménil et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.